vais essayer de vous nourrir avec la biologie moléculaire dans les histiocytoses langerhansiennes. Donc, effectivement, il y a 10-15 ans, on se posait la question, les histiocytoses langerhansiennes, c'est lié à quoi? Et il y avait deux grandes théories, la théorie immunoréactive, c'est-à-dire une cellule intrinsèquement normale, mais agressée par l'environnement, et qui devenait désorganisée et qui altérait son environnement, et la théorie néoplasique, c'est-à-dire une cellule qui intrinsèquement avait acquis des super pouvoirs mutationnels et du coup devenait anormale. Et donc à partir des années 2010 et l'équipe du Dana-Farber, il y a eu la découverte de la mutation BRAF600E dans la moitié des histiocytoses langerhansiennes. Et donc en fait c'était plutôt une cellule qui intrinsèquement avait acquis une anomalie génétique. Donc cette anomalie ça a été BRAF600E, puis MAP2K1 et puis d'autres mutations dans BRAF. Mais globalement le problème tourne autour de MAP2K1 et BRAF. Et donc tout ça, c'est la voie des MAP kinases. Donc je vous représente cette figure, en fait, qui représente une cellule, on peut dire une cellule d'histiocytose langerhansienne. Et donc une cellule, elle est gérée par son noyau, qui est le grand poste de commandement, et elle doit recevoir des signaux extérieurs via ses récepteurs. Et pour que le récepteur et le poste de commandement communiquent, il y a une voie de signalisation des messagers, qui est un peu vue comme une roue dentée ici, qui est un engrenage, avec plusieurs protéines, les unes derrière les autres, qui vont communiquer. Et donc quand il y a un signal activateur, tout le mécanisme de transmission se met en route et le noyau a la connaissance et peut décider d'agir. Quand il y a une mutation dans une protéine de la voie des MAP kinases, donc une mutation de BRAF600E par exemple, en fait la roue au milieu elle va tourner toute seule, ce qui fait que la cellule va être activée sans signal extérieur. Et en fait c'est ce qui se passe dans les cellules d'histiocytose langerhansienne. Quand il y a une mutation de MAP2K1, eh bien c'est la roue dentée d'après qui tourne toute seule et ça aboutit globalement à la même conséquence au niveau cellulaire et en réaction de la cellule. Et donc le spectre mutationnel actuellement connu dans les histiocytoses langerhansiennes, il est mieux connu que dans les autres histiocytoses rares. Et donc dans les histiocytoses langerhansiennes, c'est surtout BRAF-V600E. Et puis il y a MAP2K1 qui est l'autre mutation fréquente et d'autres mutations de BRAF un peu moins fréquentes. Mais globalement, voilà le spectre connu. Globalement, dans 10 à 15% des cas, on n'arrive pas à mettre en évidence la mutation. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des échantillons qui sont trop peu infiltrés en cellules tumorales ou de matériel de qualité médiocre? C'est bien possible. Peut-être qu'il y a des mutations encore très rares. Et globalement, on peut penser avoir fait un peu le tour du sujet. D'où viennent ces mutations? C'est une autre question et qui peut répondre à certaines questions qui ont été posées auparavant. En fait, la réponse c'est qu'on ne sait pas. Globalement, nos protéines dans le corps, on a 20 000 qui permettent de gérer et de constituer nos cellules, faire la constitution des cellules, les grandes briques, plus tout ce qui doit être fonctionnel. Et tout ça, c'est codé par 3 milliards de paires de bases et seulement 1% du génome est codant. Et en fait, ça va être la mutation d'un élément de ce code, vous avez vu sur 3 milliards de paires de bases, qui va, à certains endroits particuliers qui sont particulièrement critiques dans la fonction d'une protéine, générer une nouvelle protéine mutée et qui va du coup entraîner la maladie. Comment sont acquises ces anomalies? En fait, on ne sait pas. Voilà. Ce qu'on peut penser, c'est qu'on part d'une cellule à partir des gamètes de nos parents pour arriver à plusieurs milliards de cellules constituent notre corps et à chaque fois il y a une division cellulaire. On sait qu'à chaque division cellulaire, bon, les chiffres sont variables, mais il y a 5 erreurs globalement qui se fait. Donc à la fin, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'erreurs. Si ça tombe au mauvais endroit, dans une cellule qui est particulièrement fragile et qui ne va pas s'auto-éliminer parce que l'erreur lui cause trop de problèmes, et ben on peut se retrouver dans des maladies cancéreuses ou des histiocytoses qui ne sont pas des cancers, mais finalement qui partagent un petit peu ce trait de mutation comme ça dans une cellule qui devient un petit peu incontrôlée par le corps. Donc maintenant le moléculaire, parce que je vous expliquais, je vais vous donner quelques données génétiques et moléculaires. En fait, on va l'étudier grâce à Jean-François Émile. Donc à partir de la biopsie qui est mise dans de la cire de bougie, eh bien, il va lire les lames, et ça, il vous les a montrées. Mais également, en fait, on va prendre un petit bout de la tumeur, et puis ça va être digéré par des enzymes pour récupérer juste l'ADN, qui va être mis dans un tube et qui va passer dans une machine pour en fait lire le fameux code. Voilà, ça s'appelle l'étude moléculaire de la biopsie. Alors, quand on fait une étude moléculaire, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques
et avec des sensibilités différentes. Et dans l'histiocytose langueur ancienne, les cellules tumorales, enfin les cellules malades, elles représentent une petite proportion des cellules dans la biopsie. Dans un cancer, dans un mélanome, c'est un tapis de cellules cancéreuses. Donc il n'y a pas de souci, c'est facile d'identifier les mutations. Quand c'est quelques cellules, 3 à 4% parmi plein de cellules normales, forcément vous comprenez qu'il y a du parasitage dans la lecture du code. Donc c'est ça que globalement ce qu'utilise Jean-François, c'est des techniques qui sont sensibles, plutôt coûteuses, mais qui permettent du coup d'avoir une bonne analyse de ces biopsies-là. Et c'est pour ça que dans notre réseau national, ce qu'on recommande, vu que c'est des petites biopsies, parfois de peau chez des petits bébés, c'est de plutôt centraliser les analyses moléculaires pour tout de suite aller sur des techniques sensibles et pas consommer le matériel qui est peu important dans les biopsies par les techniques moins sensibles, et du coup on n'aura plus assez pour faire les techniques plus sensibles. Alors quel est l'intérêt de connaître le statut mutationnel? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est d'adapter la prise en charge. On appelle ça la médecine de précision. C'est très utilisé donc, en cancérologie. Et donc, ça s'adapte vraiment au champ des histiocytoses et des histiocytoses langueur ancienne pédiatriques. Et puis, ça peut être également un marqueur de suivi de la maladie. Donc, pour la médecine de précision, donc l'enjeu de traitement dans les histiocytoses langueur ancienne pédiatriques, on en parle depuis ce matin, on en reviendra, c'était de proposer des alternatives thérapeutiques aux chimiothérapies très toxiques qui étaient de CDA, racitine, pour les patients ayant des histiocytoses pédiatriques sévères, multisystémiques, très florides et qui résistaient au traitement par amblastine. Et donc ça, c'est chose faite par les thérapies ciblées, qui ciblent justement la mutation et la protéine mutée qu'on a vu qui a entraîné une activation spontanée de la voie des MAP kinases. Ça permet également de proposer éventuellement des pistes thérapeutiques pour les atteintes neurodégénératives, également pouvoir déterminer est-ce qu'il y a des patients un peu plus à risque et moins à risque, je vais vous montrer après. Bon, et puis l'objectif aussi dans nos stratégies auxquelles on réfléchit, c'est diminuer le taux de récidive et de séquelles. Il n'y a quasiment plus de mortalité dans les histiocytoses pédiatriques, mais effectivement, on veut toujours viser à offrir la meilleure qualité de vie à nos patients. Donc justement, les thérapies ciblées, elles vont agir au niveau de chacune des protéines mutées. Quand on dit un inhibiteur de BRAF, ça va agir sur la protéine BRAF et ça va lui empêcher de tourner toute seule. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces inhibiteurs de BRAF marchent sur BRAF-V600E, mais pas sur les autres mutations de BRAF qui sont moins fréquentes. Donc dans ces cas-là, on utilise des inhibiteurs de MEK qui là bloquent tout ce qui se passe avant, donc ça bloquera les mutations de BRAF, et puis ça bloquera aussi les mutations de MAP2K1, puisque MEK et MAP2K1 c'est la même chose. Donc ça s'appelle les thérapies ciblées et voici leur fonctionnement. L'autre chose, c'est quand un patient se présente à nous, effectivement, on nous pose la question, madame avait posé la question pour Rosaille, c'est est-ce que mon enfant, une fois qu'il aura fait son traitement, est-ce qu'il risque de récidiver? Quel va être son avenir? Et donc, justement, avec cette donnée moléculaire, grâce aux données du registre, avec un suivi de patients qui est sur de nombreuses années, ça nous permet maintenant de pouvoir déterminer des profils évolutifs de patients. Et on s'est rendu compte, et c'est des travaux qu'on a fait il y a 5-10 ans, qu'avec la mutation BRAF-V600E, qui était la mutation la plus fréquente, effectivement, c'est des patients qui avaient tendance à un peu plus réactiver leur maladie après l'arrêt du traitement, même s'ils répondaient au traitement. Et également, ces patients qui ont une atteinte neurodégénérative, qui représentent une très faible proportion de notre cohorte, mais mettons entre à peu près 2,5% des patients, eh bien, finalement, on enrichissait considérablement la prévalence de ces atteintes neurodégénératives si on sélectionnait déjà les patients qui avaient des atteintes hypophysaires ou de la base du crâne osseuse ou orbitaire, et si en sus ils avaient la mutation BRAF-V600E, on constatait que ce risque était augmenté. Bon, on ne peut pas se dire que c'est 33%, c'est moins, mais en tout cas, c'était statistiquement significatif. Donc l'autre question, BRAF-V600E est largement prédominant, mais vous avez vu qu'il y a d'autres sous-types de mutations qu'on a commencé à étudier il y a un peu moins longtemps. Et donc c'est le travail qu'on vient de publier récemment, c'est un petit peu le profil de présentation des patients ayant pas la mutation BRAF-V600E, mais les autres mutations moins fréquentes. Donc quand on n'est pas BRAF-V600E, effectivement, on a beaucoup moins de risque d'avoir ces atteintes sévères du jeune nourrisson. Et a priori, notre première intuition, c'était qu'il y avait quand même de très faibles risques d'avoir une atteinte neurodégénérative. Donc là, on a montré les résultats de la cohorte sur les patients qui ont des mutations MAP2K1, donc c'est que des patients pédiatriques, des mutations dans BRAF, mais ailleurs que BRAF-V600E. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'aucun de ces patients, alors ce n'est pas non plus un nombre
infini de patients, il faut assez prudent, c'est des maladies rares, et que vous avez vu, c'est des sous-groupes, mais aucun n'avait fait d'atteinte neurodégénérative. En revanche, ils n'étaient pas non plus indemnes de présentation quand même problématiques, puisque vous voyez que de temps en temps, il y a quand même certains patients qui font ces atteintes sévères du jeune nourrisson, donc qui vont parfois avoir besoin de thérapie ciblée, et du coup, ce sera des inhibiteurs de MEK. Et puis parfois, il y a des atteintes sévères pulmonaires très destructrives, ce qui pose de vrais problèmes, ou des atteintes de cholangique sclérosante qui sont aussi problématiques. Donc j'en ai fini sur la prédiction un petit peu de l'évolution de la maladie grâce à la connaissance du statut mutationnel. Et le dernier point, c'est le suivi de la maladie qui peut être possible grâce à la connaissance du statut mutationnel. Et donc je vais vous expliquer comment, et puis pour ceux qui savent, c'est le fameux suivi de la béraphémie, comme on dit vulgairement. En fait, quand on a une tumeur ou une histiocytose, ces cellules-là vont libérer de l'ADN, du déchet cellulaire, dans le sang, et ça va être très rapidement éliminé dans les urines, en quelques heures. Et donc par une simple prise de sang, on peut essayer de récupérer cet ADN circulant qui va être éliminé, et on peut essayer de détecter la mutation qu'on connaît dans la tumeur. On essaye de la détecter dans le sang, ça s'appelle la biopsie liquide. De sang fantasmatique, on pourrait dire que par une simple prise de sang, on pourrait faire les diagnostics. En fait, comme c'est des formes très localisées, en fait, c'est très difficile de détecter ces mutations. Les techniques actuelles ne sont pas assez sensibles. En tout cas, pour des formes très disséminées, on peut mettre en évidence ces mutations dans l'ADN libre circulant. Donc ensuite, comme dans le sang, on extrait l'ADN, comme dans les biopsies, on extrait l'ADN et on séquence. Et donc, effectivement, c'est les travaux qu'on a montré que quand on connaît le statut BRAF600E muté dans la biopsie, ça nous permet de suivre chez nos patients l'évolution de cet ADN circulant, et ça donne un autre marqueur intéressant, complémentaire et aussi quantitatif. Enfin, là, c'est une donnée quantitative, peut-être plus quantitatif que regarder un suivi d'IRM ou des radios osseuses. Ce que ça a montré aussi, c'est que de façon logique, cette quantité d'ADN libre circulant muté, donc cette béraphémie positive, l'évolution était corrélée à la réponse au traitement par chimiothérapie cytotoxique. Par contre, les patients traités par thérapie ciblée, ceux-là gardent, malgré une réponse clinique complète, gardent une persistance de la béraphémie mutée dans le sang qui diminue à peine. Et ça, c'est prédictif de réactivation de la maladie, si bien que souvent, actuellement, quand on veut essayer d'arrêter une thérapie ciblée chez un ex-jeune nourrisson qui avait une forme sévère, quand on voit que la mutation béraphémie reste positive dans le sang, alors que le patient paraît indemne, bon, on peut essayer d'arrêter, mais globalement, on pense que la maladie est juste en dormance, mais qu'elle va se réveiller. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc la biologie moléculaire, in fine, elle nous a aidé à mieux comprendre, mais elle est au service du patient de façon concrète, avec un suivi quand même adapté maintenant. En particulier, c'est vrai que pour un patient qui a une histiocytose langerhansienne diagnostiquée, qui est guéri de son histiocytose, mais qui avait une atteinte osseuse orbitaire ou de la base du crâne avec la mutation BRAF600E, c'est vrai qu'on ne va pas juste s'arrêter au bout de 3 ans de suivi quand il n'y a pas eu de récidive, on va garder le suivi jusqu'à l'âge adulte pour au moins une consultation annuelle, vérifier que les apprentissages se fassent bien, etc. Et éventuellement le faire voir à un neurologue si nécessaire. On peut suivre donc la béraphémie dans le sang pour les patients qui ont des formes disséminées, sévères ou réfractaires au traitement, et ça nous aide à réfléchir à l'adaptation thérapeutique, et c'est un outil qui reste intéressant. Et enfin, donc la thérapie ciblée, comme on l'a dit, ça a été un tournant, puisque maintenant la mortalité est proche de 0. Effectivement, la question qui a été posée à Ahmed tout à l'heure, c'est l'effet sur l'atteinte neurodégénérative. Ça reste une question ouverte, et on espère que ça pourra marcher, ou qu'on pourra peut-être améliorer leur effet dans le futur. Voilà, merci de votre attention.